soit dans l'analyse à devenir, là où c'était l'inconscient. Le CT s'écrit S'. Hein. Quasiment, on pourrait parler d'étayer. Disons, pour relever la métaphore d'Amour et Tapichon, bon, si, je vais quand même le lire. Sur le moi grammatical, en l'appliquant à un sujet auquel il est mieux destiné, elle est mieux destinée, que le fantasme est proprement l'étoffe, celui du discours d'Amour et Tapichon, de ce je, majuscule, J-E, qui se trouve primordialement refoulé, de n'être indicable que dans le fading de l'énonciation. On est dans l'échappement, hein, le fading de l'énonciation, c'est tout le fait que ce qui est de l'ordre de l'intention échappe dans les extensions, hein, et a fortiori dans l'indiscernabilité qu'il y a entre l'imprédicatif et le prédicatif. Et communément, quand on parle d'objet, on ne fait pas la part des choses. Hein. Donc, pour parler d'une manière appropriée, il faut essayer de ne pas confondre les objets imprédicatifs qui sont fondés du clivage meubien organisateur de schéma et des objets prédicatifs qui sont présentés comme ontologiquement déterminés, valant en eux-mêmes, etc. Bon. Si on passe à la page suivante, page 817, et qu'on a le graphe complet, je vais le dessiner rapidement. Bon, pour avoir ça en tête, je l'efface. Donc, Lacan dessine les choses comme ça, avec des raccords, des voies des voies de contournement et des voies de raccourci. Bon, on pourrait le dessiner autrement, hein. Ça ne change pas grand-chose. Moi, je retrouve tout de suite, là, je le fais comme ça, je retrouve tout de suite le schéma que je fais. Hein. Donc, je vais le reprendre pour le dessiner autrement. J'ai donc, et je vais le mettre comme ça. Je vais le pencher comme mon dessin habituel. Hein. Où il y a S de grand à barré, S barré poinçon grand D, qu'il met entre parenthèses. Je mettrai d'autres trucs après. Et S barré, petit s de grand A, et grand A. Bon, ça, ce sont les lignes de force du schéma. Si je conjoins au graphe de Lacan, le rappel du schéma boroprojectif. J'ai deux points qui sont déjà utilisés par Lacan, si vous avez le schéma devant vous. Hein. C'est celui du désir et celui du fantasme. Donc j'ai le désir, j'ai le fantasme. C'est pas... Bon, en bas, si j'en avais d'autres, je trouverais le moi et l'image spéculaire. Mais je conjoins, à défaut que ça recroise encore, puisque les lignes... mais peut-être qu'il faudrait que je fasse un graphe carré et que je le reprenne de l'autre côté pour que ça croise de l'autre sens. C'est encore à voir, hein, quelque chose comme ça. Si je faisais les choses comme ça, je pourrais peut-être les reprendre. Dans un
croisement qui suppose que ce soit prolongé comme ça. Ces deux points-là, je les ai conjoints là. De toute façon, c'est le même circuit. Oui, c'est le même circuit, mais... voilà. Donc, la question pour moi, c'est celle de la conjonction de ces éléments, que je vais reprendre, donc, en fait, le même circuit, c'est le cas de le dire, que je vais reprendre de cette façon, pour que ça se médianise. Et que le templé, je le trouve là défini, dans le graphe de Lacan, et dans cette superposition des deux niveaux dont il parle à l'occasion. Alors, c'est sûr qu'il mobilise les notions. Je lis le haut de la page 817. Si notre graphe complet nous permet de placer la pulsion comme trésor des signifiants, est-ce que la pulsion c'est l'autre? C'est un peu difficile à dire, parce que le trésor des signifiants c'est l'autre. Alors, bon. C'est-à-dire, si la pulsion c'est le trésor des signifiants, on a cette conjonction de la pulsion et de l'autre, hein, qui permet de reprendre ces deux lignes parallèles, guillemets, en les confondant. Donc sa notation comme S barré poinçon grand D, la pulsion, maintient sa structure en la liant à la diachronie, d'accord? Elle est ce qui advient de la demande quand le sujet s'y évanouit, une fois de plus. Enfin, le sujet qui est quand même présent dans cette écriture. Mais bon. Que la demande disparaisse aussi, cela va de soi, à ceci près qu'il reste la coupure, car celle-ci reste présente dans ce qui distingue la pulsion de la fonction organique qu'elle habite, à savoir son artifice grammatical, s'y manifeste dans les réversions de son articulation à la source comme à l'objet. Freud là-dessus est intarissable. Les réversions de la pulsion, c'est tout ce qu'on a en termes de renversement, hein, dans son texte sur pulsion, avatar des pulsions. Ce que Lacan peut-être ajoute à Freud, alors il faudrait que je relise Freud pour voir si ça se trouve pas chez lui, mais je ne l'ai pas fait, c'est que cette réversion dépend de la coupure. Donc c'est bien ce que nous sommes en train de dire, hein, ce qu'on dit dans le schéma habituel, et que si on reprend ce schéma de graphe complet pour lui superposer le schéma Borot projectif, ça a l'air de marcher. Je continue avec le deuxième paragraphe. La délimitation même de la zone érogène, entre guillemets, que la pulsion isole du métabolisme de la fonction. L'acte de la dévoration intéresse d'autres organes que la bouche, demandez-le au chien de Pavlov. Bon, cette délimitation de la zone érogène est le fait d'une coupure qui trouve faveur du trait anatomique d'une marge ou d'un bord, les lèvres, l'enclos des dents, la marge de l'anus, le sillon pénien, le vagin, la fente palpébrale, voire le cornet de l'oreille, etc. L'érogénéité respiratoire est mal étudiée, même si depuis il y a eu un stade du respire. Bon. Donc observons que ce trait de la coupure n'est pas moins évidemment prévalent dans l'objet que décrit la théorie analytique, le mamelon, le cybale, le phallus, comme objet imaginaire, le flot urinaire. Liste impensable, chemin faisant, on voit bien que Lacan en ajoute sur ces quatre, hein. Bon, il n'y en a pas que quatre, hein, des objets. Liste impensable si l'on y ajoute avec nous le phonème, le regard, la voix. Le phonème distinct de la voix, hein. C'est quand même, c'est pas toujours qui dit ça. Le rien. Car ne voit-on pas que le trait partiel à juste titre souligné dans les objets ne s'applique pas à ce qu'il soit partie d'un objet total qui serait le corps, mais à ce qu'il ne représente que partiellement, non, Lacan dit partiellement, qu'il ne représente que partiellement la fonction qui les produit. Donc les objets sont partiels à ne représenter que partiellement, donc d'une manière entièrement déterminée, la fonction qui les produit.
si on insiste avec cette page 817 en bas, donc ce qui compte, c'est la question de la perte dans le passage de la fonction à l'objet. Que là aussi, après la butée sur le clivage, la perte dans le passage est absolument essentielle. Donc, ce que je suggère, c'est de considérer que ce que Lacan inscrit comme jouissance du côté de S de grand A barré, et comme castration du côté de S barré poinçon grand D, ce sont des, je dirais, des fonctions récursives qui dépendent de la récursivité, ce sont donc des fonctions imprédicatives. Donc l'imprédicatif est situé là, comme je le situe tout le temps, par rapport à quelque chose qui s'entend dans des énoncés, comme Lacan le situe, et qui sont prédicatifs. S'il y a coupure, il y a des bornes, c'est ça? Ça dépend de ce qu'on considère de la coupure. Si on élargit la coupure, on va trouver des bords. Sinon, la coupure comme linéaire vaut par elle-même et on peut en faire un nœud. On ne va pas parler de bords. La question que c'est est-ce que s'il y a des bords, ça joue dans le passage? La coupure est élargie et qu'on a affaire au voisinage de la coupure. Voilà. Ce que Lacan ne dit pas. Voilà. Est-ce que le passage... est-ce qu'il y a perte dans le passage de ce fait-là, ou enfin, est-ce que ça a un rapport? Non, je pense que la perte, elle est toujours marquée dans la coupure, dans le fait que, pour parler de coupure möbienne, en l'occurrence, c'est pas de coupure sphérique, la coupure peut être recoupée elle-même. La coupure élargie peut être recoupée elle-même. Donc, je ne peux pas dire qu'il y a une perte, et en même temps, il y a forcément une perte qui se prolonge dans une autre perte, qui se prolonge dans une perte. Donc on n'a pas un fin mot de la perte. Il n'y a pas une ontologie de la perte. Voilà. Là aussi, il n'y a pas une essence de perte qui se baladerait. Alors, je reprends le troisième paragraphe que tu avais commencé à lire. À la suite d'autres, de la page 818. Une fois qu'il a parlé des objets insaisissables au miroir. Ce que le graphe nous propose maintenant se situe au point où toute chaîne signifiante s'honore à boucler sa signification. Donc, il s'agit du bouclage, là, mais que j'ai complété aussi. Mais je considère que ce bouclage, il est récursif dans sa réversivité. C'est pas un bouclage... assuré par juste un effet de rétroaction. Il ne s'agit pas de choses tangibles. Il s'agit de ce qui n'est pas encore et qui attend son conséquent pour en dépendre de telle façon à pouvoir le produire, ce conséquent. Pouvoir le produire en tant qu'antécédent. Pouvoir produire ce conséquent en tant qu'antécédent. On est dans une attente. Enfin, si c'est fulgurant, comme il dit Lacan à l'occasion, il n'y a pas un temps d'attente spécialement long, on n'est pas au téléphone. Donc s'il faut attendre, quoi qu'il en soit dit Lacan, s'il faut attendre un tel effet de l'énonciation inconsciente, c'est ici en S de grand A barré, et le lire signifiant d'un manque dans l'autre, inhérent à sa fonction même d'être le trésor du signifiant. Donc là, c'est bien l'autre qui est le trésor du signifiant. La pulsion n'était que rabattue sur l'autre, dans cette phrase antérieure de Lacan. Ceci pour autant que l'autre est requis, qu'évoque, de répondre de la valeur de ce trésor, c'est-à-dire de répondre certes de sa place dans la chaîne inférieure, mais dans les signifiants constituants de la chaîne supérieure, autrement dit en termes de pulsion. Voilà, donc
ce qui restait une question entre l'autre et la pulsion et l'autre, voilà la réponse que donne Lacan. Hein. Oui. La pulsion, vous la situez au niveau de la signifiance et enfin, au même niveau que la. C'était ça ma question tout à l'heure, en fait, entre le. C'est la pulsion. Non, là, moi, oui. Il n'empêche que dans ce graphe de Lacan, ça suppose de reconsidérer ce qui est peut-être la signifiance dans un lien à la pulsion. Il faut peut-être que je le dessine autrement. Oui. Il faudrait que ça marche comme ça, que ces trajets ne sont pas déterminants. La superposition des schémas n'assure pas que les traits ont des fonctions comparables non plus. La comparaison de la figuration n'assure pas que les notions soient identiques. Donc là, il faut se méfier. Mais il n'empêche que, pas seulement le dessin malléable de Lacan, mais le propos qu'il tient ramène à ce que je développe dans mes termes. Bon, je vous relis le troisième paragraphe. Ce que le graphe nous propose maintenant se situe au point où toute chaîne signifiante sonore a bouclé sa signification, d'accord ? S'il faut attendre un tel effet de l'énonciation inconsciente, c'est ici en S de grand tabaret le lire signifiant d'un manque dans l'autre. Donc c'est le manque dans l'autre qui va donner l'occasion de boucler, va donner l'occasion à la chaîne signifiante de boucler sa signification. C'est donc un manque dans l'autre, inhérent à sa fonction même d'être le trésor du signifiant. C'est le trésor du signifiant parce que le signifiant n'est pas identique à lui-même, moi je le dis récursif, parce que la signifiance échappe au trésor des signifiants, elle n'entre pas dans cette question de l'échappement. C'est ce qu'il disait à propos d'étoffe, je reviens en arrière, page 816, dans la citation dans la référence à Damourette et Pichon. Donc le fantasme est proprement l'étoffe de ce jeu qui se trouve primordialement refoulé de n'être indicable dans le fading de l'énonciation. Donc le sujet, il est bien pris dans le fading de l'énonciation, et ce fading de l'énonciation devient le fading du sujet. L'énonciation échappe dans la constitution de l'énoncé, et le sujet est pris entre deux, entre ce qu'il est comme sujet de l'énonciation et ce qui s'entend comme sujet de l'énoncé. Et donc entre deux, je pense qu'il échappe, qu'il s'évanouit comme sujet. Donc je continue de lire. S'il faut attendre un tel effet de l'énonciation inconsciente, c'est ici en S de grand tabaret, et le lire signifiant d'un manque dans l'autre, inhérent à sa fonction même d'être le trésor du signifiant. Ceci pour autant que l'autre est requis, qu'évoque de répondre de la valeur de ce trésor, c'est-à-dire de répondre, certes de sa place, donc là Lacan est clair avec la place, certes de sa place dans la chaîne inférieure, mais dans les signifiants constituants de la chaîne supérieure, autrement dit en termes de pulsion. Peut-être en termes de pulsion, mais c'est dans des termes qui sont des termes signifiants, et dans la collusion des deux lignes, des deux chaînes. Et le manque dont il s'agit, puisqu'il s'agit d'un manque dans l'autre, est bien ce que nous avons déjà formulé, qu'il n'y ait pas d'autre de l'autre. Là, je vois l'imprédicativité. Donc l'autre se soutient d'une absence d'essence. Il n'y a pas d'ontologie de l'autre. Il n'y a pas d'ontologie de l'autre, d'autant plus que l'autre n'existe pas, et la page suivante, les pages encore après, Lacan y revient plus d'une fois pour nous assurer que l'autre n'existe pas dans ce texte. Je trouve page 826 par exemple, mais de mémoire, il y en a une ou deux fois avant. Bon. Il y aurait tout à lire, mais je ne vais pas tout commenter. Je vais sauter page 820, parce que je ne vais pas commenter toute la question de Racine de -1,
une manière qu'a Lacan, un peu tiré par les cheveux et à sa façon, de jouer d'une pseudo-écriture mathématique de ce qui manque dans le miroir. Mais quand même, ce qu'il en donne à côté est assez intéressant. N'empêche que je ne vais pas le commenter. Et donc, je saute au 5e paragraphe de la page 820. Dans le 4e paragraphe. Dans la psychanalyse, sans doute, bien loin qu'on ait tenté de l'articuler plus avant, c'est très précisément à ne pas s'en expliquer qu'on s'est employé. Ne pas s'en expliquer du complexe de castration, qui est le complexe d'Édipe, quand l'identifie. Bon. Proprement inconnu jusqu'à Freud qui l'introduit dans la formation du désir, le complexe de castration ne peut plus être ignoré d'aucune pensée sur le sujet. Dans la psychanalyse, sans doute, bien loin qu'on ait tenté de l'articuler plus avant, c'est très précisément à ne pas s'en expliquer qu'on s'est employé. C'est pourquoi ce grand corps, des psychanalystes, je suppose, de la psychanalyse, tout semblable à un Samson, est réduit à tourner la meule pour les Philistins de la psychologie générale. Une critique faite aux psychanalystes. Donc, ce qui m'importe, c'est là maintenant. Assurément, il y a là ce qu'on appelle un os, pour être justement ce qu'on avance ici, structural du sujet, cet os. Il y constitue essentiellement cette marge que toute pensée a évité, sauté, contourné ou bouché, chaque fois qu'elle réussit apparemment à se soutenir d'un cercle, qu'elle soit dialectique ou mathématique. Et ce qu'il appelle un cercle, c'est bien quelque chose de sphérique, donc qui n'est pas asphérique. N'empêche que le terme de contourner, de contournement, moi je l'utilise quand même pour ce qui est asphérique. Mais éviter, sauter ou boucher, ça me va pour le sphérique. Donc c'est l'usage des barrages dans cette bande de Möbius, dans cette Spaltung. C'est le paragraphe d'après où il est question de l'imaginaire et du symbolique. C'est pourquoi nous menons volontiers ceux qui nous suivent sur les lieux où la logique se déconcerte de la disjonction qui éclate de l'imaginaire au symbolique, non pour nous complaire au paradoxe qui s'y engendre. Il n'y a aucune prétendue crise de la pensée. Les paradoxes, je trouve qu'ils sont paradoxes que dans certains esprits. Mais pour amener bien au contraire leur faux brillant à la béance qu'ils désignent. Ça c'est bien. Donc les paradoxes désignent la béance, toujours pour nous très simplement édifiante, et surtout pour essayer d'y forger la méthode d'une sorte de calcul dont l'inappropriation, comme telle, ferait tomber le secret. Voilà, donc Lacan ne se leurre pas sur les méthodes de calcul. Enfin, ce qu'il présente comme du calcul, c'est un semblant. Hein. Tel ce fantôme de la cause que nous avons poursuivi dans la plus pure symbolisation de l'imaginaire par l'alternance du semblable au dissemblable, avec des références là, des références aux surfaces topologiques définies en termes ici mis en jeu dans l'articulation subjective. Je ne saurais pas trop dire lesquelles, enfin en plus avec une réfutation du prétendu paradoxe du jugement. Bon, voilà. C'est une note de 62. Pour un texte antérieur, bien sûr. Donc il y a beaucoup, à partir de là, question de jouissance que je vais quand même passer. Pour insister à la page 822. C'est la seule indication de cette jouissance dans son infinitude qui comporte la marque de son interdiction. C'est le premier paragraphe. Et pour constituer cette marque, implique un sacrifice, celui qui tient en un seul et même acte, avec le choix de son symbole. Un seul et même acte,
le sacrifice et le choix du symbole, le phallus. C'est l'acte du passage à la castration. Ce choix est permis de ce que le phallus soit l'image du pénis. Il renverse les choses, moi je trouve, mais bon, moi je dirais que le pénis est l'image du phallus. Que le phallus soit l'image du pénis est négativé à sa place dans l'image spéculaire. C'est ce qui prédestine le phallus à donner corps à la jouissance dans la dialectique du désir. Il faut donc distinguer du principe du sacrifice qui est symbolique la fonction imaginaire qui s'y dévoue, mais qui le voile du même coup qu'elle lui donne son instrument. Donc on ne voit plus ce qu'il en est du sacrifice, qui est quand même une fonction, je dirais, signifiante, ou insignifiant et sacrifié dans le passage à un autre, qui l'assure de manière rétrogrédiente que ce sacrifice n'ait pas été inutile, si je puis dire. Bon. Donc il faut donc distinguer du principe du sacrifice qui est symbolique la fonction imaginaire qui s'y dévoue, mais qui le voile du même coup qu'elle lui donne son instrument. C'est-à-dire que dès qu'on s'en tient au phallus, mais que si on confond avec le pénis, on ne sait plus de quoi il s'agit. Donc il s'agit bien de ramener le phallus à une structure uniquement signifiante, mais sans l'empreinte imaginaire qui dévoie ce qu'il en est. La fonction imaginaire est celle que Freud a formulée présider à l'investissement de l'objet comme narcissique. C'est là-dessus que nous sommes revenus nous-mêmes, en démontrant que l'image spéculaire est le canal que prend la transfusion de la libido du corps vers l'objet. On est dans des transfusions de libido du corps vers l'objet. Je ne sais pas quel schéma Lacan a en tête quand il parle comme ça. Mais moi, ça correspond au passage donc une série de méridiens où j'ai le corps, l'objet, l'autre qui succèdent avec des qualités différentes, réelles, imaginaires et symboliques à chaque fois, pour le corps, pour les objets, pour l'autre. Bon, et une transfusion de libido du corps vers l'objet. Mais c'est donné comme un corps propre. C'est une question de fond. Est-ce que le corps appartient au sujet ou pas? J'ai écrit un article récemment là-dessus. C'est pas si évident de dire que le corps appartient au sujet, enfin même si le sujet l'habite. Bon, je passe. Donc, ensuite, il y a Lacan dialectise un maximum. Je suis page 823, avant-dernier paragraphe. Il en résulte que la demande de l'autre prend fonction d'objet. On est passé de la demande de l'autre à l'objet dans son fantasme. C'est-à-dire que son fantasme, nos formules permettent de le savoir immédiatement, se réduit à la pulsion. Le fantasme se réduit à la pulsion, Esbarré, Poinçon, Grandet. C'est pourquoi le catalogue des pulsions peut être dressé chez le névrosé. Là, il y a... Lacan est quand même, à mon avis, très rapide, d'une manière générale, dans toutes ces phrases qu'il demanderait à être absolument décortiquées. Je ne fais pas le travail. Moi, ce qui m'importait, là, c'était le templé. Mais si vous lisez toute la fin de ce texte, vous verrez comment Lacan s'en débrouille à sa façon. Page 826, c'est quand même là, quelque chose de plus lisible peut-être. Chez le névrosé, le moins-fi se glisse sous le S-barré du fantasme, favorisant l'imagination qui lui est propre, celle du moi. Car la castration imaginaire, le névrosé l'a subie au départ, c'est elle qui soutient ce moi fort, qui est le sien, si fort peut-on dire, que son nom propre l'importune, que le névrosé est au fond sans nom. Et il y a ce que Lacan utilise fréquemment, enfin déjà précédemment, qu'ils se sentent au fond ce qu'il y a de plus vain à exister, un manque à être, ou un en trop,
Pourquoi sacrifierait-il sa différence? Le il, c'est le névrosé. Hein. Tout, mais pas ça. Pourquoi sacrifierait-il sa différence à la jouissance d'un autre, qui, ne l'oublions pas, n'existe pas? Oui, mais si par hasard il existait, il en jouirait. Et c'est cela que le névrosé ne veut pas, car il se figure que l'autre demande sa castration. Ce dont l'expérience analytique témoigne.